J'étais dans la cuisine quand j'ai trouvé mon portefeuille dans le congélateur. Encore une fois. Mes mains ont tremblé en le saisissant, complètement gelées. Les cartes de crédit étaient raides comme du carton, et mes photos de famille étaient recouvertes d'une fine couche de givre. « Claire, tu recommences comme ta grand-mère », a dit Étienne derrière moi, avec ce sourire que je pensais être de la compassion. J'avais 34 ans et je commençais à croire que je développais un Alzheimer précoce. C'était la 3e fois ce mois-ci. La première, c'était mon téléphone portable dans le réfrigérateur, coincé entre les yaourts et le lait. La deuxième, mes clés de voiture dans le bac à légumes. À chaque fois, Étienne les trouvait avec cette patience exagérée qui me faisait me sentir encore plus diminuée. « Je ne me souviens pas de l'avoir mis là », ai-je murmuré, fixant le portefeuille glacé dans mes paumes engourdies. « C'est exactement ça le problème, ma chérie. Tu ne te souviens plus. » Sa voix était douce, presque tendre, mais quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise. Ta grand-mère a commencé comme ça. Petits oublis, objets déplacés, mon cœur s'est serré. Grand-mère Marguerite avait effectivement souffert d'Alzheimer précoce. Elle avait commencé à montrer des signes vers 40 ans et à 50, elle ne nous reconnaissait plus. L'idée que cette maladie puisse courir dans ma famille me terrorisait depuis toujours. Peut-être que je devrais consulter un médecin, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Étienne s'est approché et m'a entouré de ses bras. Ne t'inquiète pas encore. Ce sont peut-être juste des symptômes de stress. Tu travailles beaucoup à l'école ces derniers temps. J'enseignais la littérature française au lycée Édouard Herriot depuis 8 ans. C'était vrai que cette année était particulièrement chargée avec la réforme du baccalauréat, mais j'avais l'habitude du stress professionnel. Cela n'expliquait pas pourquoi je retrouvais mes affaires dans des endroits impossibles. Notre appartement dans le 6e arrondissement de Lyon était devenu un terrain miné d'objets perdus et retrouvés. Mes lunettes de lecture apparaissaient dans la boîte à chaussures, mon agenda dans le tiroir de la cuisine, mes boucles d'oreilles dans la trousse de secours. Chaque matin était une chasse au trésor angoissante. « Hein? Maman, tu cherches quoi ?» Lucas, notre fils de 8 ans, était apparu dans l'encadrement de la porte, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil. « Rien, mon cœur. Maman a juste mal rangé quelque chose. » Lucas a regardé le portefeuille dans mes mains, puis son père, puis moi. Il y avait quelque chose d'étrange dans son expression, comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. « Allez, va te préparer pour l'école », a dit Étienne d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Une fois Lucas parti, j'ai regardé Étienne avec une vulnérabilité que je détestais montrer. Et si c'était héréditaire? Et si j'étais vraiment en train de perdre la tête? Écoute, Claire. Il a pris mes mains dans les siennes, ses yeux bleus plongés dans les miens. Si ça continue, nous irons voir un spécialiste. Mais pour l'instant, essaie de te détendre. Le stress peut provoquer des troubles de la mémoire temporaire. Ces mots étaient rassurants, mais quelque chose au fond de moi refusait de se calmer. Cette sensation étrange, comme si quelqu'un d'autre tirait les ficelles de ma vie, manipulait ma réalité. J'ai essayé de chasser cette pensée paranoïaque. « Tu as raison », ai-je dit, forçant un sourire. « Je vais faire plus attention. » Mais alors que je rangeais mon portefeuille dans mon sac à main, j'ai remarqué qu'Étienne me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Était-ce de la préoccupation? De la satisfaction? Avant de continuer cette histoire qui a changé ma vie pour toujours, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de témoignages réels comme celui-ci. Le soir même, j'ai commencé à tenir un carnet. Si ma mémoire me jouait des tours, au moins j'aurais des traces écrites de mes actions quotidiennes. Mais je ne savais pas encore que ma santé mentale était en train d'être méthodiquement détruite par la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Le carnet rouge que j'avais acheté chez Gilbert Joseph était devenu mon encre dans cette réalité qui semblait s'effriter jour après jour. J'y notais tout, l'heure à laquelle je posais mes clés, l'endroit exact où je rangeais mes documents, même ce que je mangeais au petit déjeuner. Si j'étais vraiment en train de développer une maladie neurodégénérative, au moins j'aurais des preuves de ma lucidité actuelle. Mais les incidents se multipliaient. Lundi matin, mon certificat d'assurance auto avait disparu de mon dossier administratif. Je l'avais retrouvé dans le tiroir de la table de nuit d'Étienne, sous ses chaussettes. Mardi, mon téléphone portable s'était mystérieusement retrouvé dans le réfrigérateur, encore une fois, coincé derrière le pot de confiture. Mercredi, mes corrections de copie avaient disparu de mon bureau. 3 heures de panique avant de les découvrir dans le panier à linge sale. « Claire, tu deviens inquiétante », m'a dit Étienne ce mercredi soir,
en me regardant fouiller frénétiquement dans l'appartement. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, ai-je murmuré, au bord des larmes. Je note tout dans mon carnet, je fais attention, mais mes affaires continuent à voyager. » Étienne s'est assis sur le canapé et a tapoté la place à côté de lui. « Viens là, montre-moi ce carnet. » J'ai ouvert mon carnet rouge à la page du jour. Tout était soigneusement noté. 7h15, clé posée sur le meuble de l'entrée. 7h30, téléphone chargé sur la commode de la chambre. 8h, dossier correction posé sur mon bureau. Tu vois, j'ai tout écrit. Mes corrections étaient bien sur mon bureau ce matin. Étienne a feuilleté les pages avec une attention qui m'a surprise. « Claire, ma chérie, regarde ça. » Il pointait une ligne écrite de ma propre main. 8h, dossier correction rangé dans la panière du linge sale pour éviter que Lucas les salisse. Mon sang s'est glacé. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je ne me souviens pas d'avoir écrit ça. C'est pourtant ton écriture. Sa voix était douce, mais j'y percevais une note de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Claire, je crois qu'il faut vraiment qu'on consulte. J'ai fixé la ligne suspecte. L'écriture ressemblait effectivement à la mienne, mais je n'avais aucun souvenir d'avoir écrit ces mots. Comment était-ce possible ? Peut-être que tu l'as écrit machinalement, a suggéré Étienne. Quand on fait quelque chose d'automatique, on ne s'en souvient pas forcément. Lucas est entré dans le salon, son cartable traînant derrière lui. « Maman, tu veux voir ce que j'ai filmé avec la tablette de papa ? »« Pas maintenant, mon cœur, » ai-je dit distraitement, encore sous le choc de la découverte. Maman est fatiguée. « Mais c'est rigolo. Papa, il... »« Lucas !» La voix d'Étienne avait claqué comme un fouet. « Ta mère et moi, nous discutons de choses d'adultes. Va dans ta chambre faire tes devoirs. » Le visage de Lucas s'est fermé. Il a jeté un regard étrange vers son père, puis vers moi, avant de s'éloigner en traînant les pieds. « Tu n'étais pas obligé de lui parler comme ça, » ai-je dit. « Claire, tu ne vois pas l'état dans lequel tu es ? Lucas a besoin de stabilité, pas d'une mère qui cherche ses affaires toute la journée en paniquant. » Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Il avait peut-être raison. Mon comportement devait effectivement inquiéter notre fils. « Je vais appeler le docteur Moreau demain, » ai-je dit d'une voix éteinte. « Il pourra me recommander un neurologue. C'est une sage décision. » Étienne m'a embrassé sur le front. « En attendant, essaie de te détendre. Le stress n'arrange rien. » Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je repensais à cette ligne dans mon carnet, à ces mots que je ne me souvenais pas d'avoir écrits. Comment notre cerveau peut-il nous trahir à ce point ? Comment peut-on accomplir des actions et les oublier instantanément ? Vers 3h du matin, j'ai entendu du bruit dans la cuisine. Étienne devait avoir soif. Mais quelque chose m'a poussé à me lever discrètement et à regarder par l'entrebâillement de la porte de la chambre. Étienne se déplaçait silencieusement dans l'appartement, une lampe de poche à la main. Il était en train de déplacer quelque chose. Dans l'obscurité, je n'arrivais pas à distinguer exactement quoi. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il m'entende. Quand il est revenu se coucher, j'ai fait semblant de dormir. Le lendemain matin, mes boucles d'oreilles, que j'étais certaine d'avoir laissées sur ma commode, étaient dans la boîte à bijoux de Lucas. Quand j'ai noté cet incident dans mon carnet, mes mains tremblaient. J'ai commencé à annuler mes sorties avec mes amis. Comment expliquer à Sylvie ou à Marie que je perdais constamment mes affaires ? Comment avouer que je doutais de ma propre santé mentale ? L'isolement était plus facile que l'humiliation. Étienne, lui, devenait de plus en plus attentionné. Il m'aidait à chercher mes objets perdus, me rappelait mes rendez-vous, vérifiait que j'avais bien pris mes clés avant de sortir. Sa sollicitude aurait dû me rassurer, mais elle renforçait mon sentiment d'incapacité. « Tu sais quoi ?» m'a-t-il dit un soir. « Peut-être qu'on devrait mettre en place un système. Tu me dis où tu poses tes affaires importantes ? Comme ça, si tu les cherches, je pourrais t'aider. » L'idée était logique, pratique même. Mais quelque chose en moi résistait. Accepter son aide, c'était reconnaître officiellement que j'étais devenue inapte à gérer ma propre vie. Quand les annotations de mon carnet ont commencé à disparaître aussi, j'ai su que je perdais définitivement cette bataille contre mon propre esprit. Les pages de mon carnet rouge disparaissaient une à une. Pas toutes d'un coup, ce qui aurait été évident, mais progressivement, insidieusement. D'abord la page du mardi, puis celle du vendredi précédent. Des journées entières de ma vie s'évaporaient littéralement sous mes yeux. Ce matin-là, en découvrant que 3 pages supplémentaires avaient été arrachées, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Mes mains tremblaient en feuilletant ce qui restait de mes notes,
ces preuves fragiles de ma sanité mentale qui s'amenuisaient jour après jour. « Étienne !» Ma voix a résonné dans l'appartement, plus aiguë que d'habitude. « Étienne, viens voir !» Il est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, une tasse de café à la main, l'air parfaitement détendu. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?»« Mon carnet. Regarde. » Je lui ai montré les pages arrachées, les bords déchiquetés qui témoignaient d'un geste violent. « Quelqu'un enlève mes notes !» Étienne s'est approché, a examiné le carnet avec cette patience exagérée qu'il affichait désormais constamment avec moi. « Claire, personne ne touche à ton carnet. Tu es la seule à l'utiliser. »« Mais regarde, ces pages étaient là hier soir. J'avais noté mes activités de mardi. Tu es sûre de les avoir écrites ?» Sa voix était si douce, si compréhensive, que j'ai failli douter de moi-même. Parfois, on croit avoir fait quelque chose alors qu'on ne l'a pas fait. C'est normal avec le stress. J'ai fixé les pages manquantes, cherchant désespérément dans ma mémoire le souvenir précis de les avoir écrites. Les images étaient floues, incertaines. Avais-je vraiment écrit ces notes ou l'avais-je simplement imaginé ? Je ne sais plus, ai-je murmuré. C'est exactement pour ça qu'il faut qu'on consulte le docteur Moreau rapidement. Étienne a posé sa main sur mon épaule, un geste qui se voulait réconfortant, mais qui me pesait comme du plomb. « J'ai pris rendez-vous pour toi cet après-midi. »« Tu as pris rendez-vous sans me demander ? Claire, tu reportes depuis 1 semaine. Il faut agir avant que ça empire. » Le docteur Moreau, notre médecin de famille depuis 10 ans, m'a reçu dans son cabinet feutré de la rue de la République. Étienne m'accompagnait, bien sûr. Il ne me quittait plus d'une semelle ces derniers temps, sous prétexte de m'aider. « Alors, Claire, votre mari me dit que vous avez des problèmes de mémoire ?» J'ai regardé Étienne, assis à côté de moi, qui hochait la tête avec une expression de profonde inquiétude. « Oui, docteur. Je perds mes affaires, j'oublie où je range les choses, et maintenant, j'ai hésité à mentionner les pages arrachées. Cela semblait si paranoïaque. Elle trouve ses affaires dans des endroits impossibles, a complété Étienne. Son portefeuille dans le congélateur, ses clés dans le réfrigérateur, et elle ne se souvient pas de les y avoir mises. Le docteur Moreau prenait des notes, son visage impassible. Y a-t-il des antécédents familiaux de troubles cognitifs ? Sa grand-mère a eu un Alzheimer précoce, a répondu Étienne avant que j'aie pu ouvrir la bouche. Je vois. Le médecin m'a regardé par-dessus ses lunettes. Claire, à votre âge, c'est très improbable, mais nous ne pouvons pas ignorer ces symptômes. Je vais vous prescrire quelques examens, un bilan sanguin complet, un IRM cérébral, et je vous oriente vers le docteur Beaumont, neurologue à l'hôpital Édouard Herriot. En sortant du cabinet, j'avais l'impression d'être devenue officiellement une malade. Les ordonnances froissées dans ma main attestaient de ma défaillance mentale. Étienne conduisait en silence et j'observais Lyon défiler par la vitre, me demandant si ces rues familières allaient bientôt me devenir étrangères. « Tu vois, ce n'était pas si difficile », a dit Étienne en se garant devant notre immeuble. « Maintenant, on va savoir ce qui ne va pas. » Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. Vers 2 heures du matin, j'ai de nouveau entendu du bruit dans l'appartement. Cette fois, j'étais certaine qu'Étienne se levait. J'ai attendu quelques minutes avant de me glisser hors du lit. La lune éclairait faiblement le salon. Étienne était penché sur mon bureau et il semblait manipuler quelque chose. Mon carnet ? Je me suis approchée silencieusement, le cœur battant. Il tenait effectivement mon carnet rouge et... était-il en train d'arracher des pages ? Dans la pénombre, je n'arrivais pas à être certaine, mais le geste ressemblait étrangement à quelqu'un qui déchirait du papier. Un craquement du parquet sous mes pieds l'a alerté. Il s'est retourné brusquement. « Claire, qu'est-ce que tu fais debout ?» J'ai entendu du bruit. « Qu'est-ce que tu fais avec mon carnet ?»« Ton carnet ?» Il a regardé ses mains comme s'il découvrait ce qu'il tenait. « Je ne sais pas. Je devais être en train de somnambuliser. Tu sais que j'ai toujours eu le sommeil agité. » Somnambulisme ? Étienne n'avait jamais été somnambule de toute notre vie conjugale. Mais dans l'état de confusion où je me trouvais, même cette explication bizarre semblait plausible. « Retournons nous coucher », a-t-il dit en reposant le carnet. « Tu as besoin de repos avant tes examens. » Le lendemain matin, 2 nouvelles pages avaient disparu de mon carnet. Quand j'ai confronté Étienne, il m'a regardé avec tant de sincérité que j'ai failli m'excuser de l'avoir accusé. « Claire, réfléchis. Pourquoi j'arracherais des pages de ton carnet ? Quel intérêt j'aurais à faire ça ? » Sa logique était implacable. Quel intérêt aurait-il effectivement ? J'étais en train de devenir paranoïaque en plus d'être amnésique. Les symptômes s'aggravaient.
j'ai commencé à cacher des objets pour tester ma mémoire. Une bague dans un livre, des pièces de monnaie dans une boîte à chaussures, mon stylo préféré dans un tiroir de la commode. Le lendemain, tous ces objets avaient été déplacés. La bague était sur la table de nuit, les pièces dans mon sac à main, le stylo dans la cuisine. « Tu vois bien que tu les déplaces toi-même », observait Étienne avec une patience de saint. Inconsciemment, pendant tes crises d'angoisse nocturne. Avais-je des crises d'angoisse nocturne? Je ne m'en souvenais pas, mais apparemment, selon Étienne, je me levais parfois la nuit en pleurant. Je parlais toute seule, je déplaçais des affaires. Il me racontait ces épisodes avec tant de détails que je ne pouvais que le croire. L'isolement s'aggravait. J'avais annulé tous mes rendez-vous avec mes amis, prétextant la fatigue. Comment leur expliquer que je n'étais plus sûre de rien, que ma propre perception de la réalité était devenue suspecte? Au lycée, mes collègues commençaient à remarquer mes changements. Madame Dubois, la documentaliste, m'a demandé si tout allait bien. « Vous semblez ailleurs ces derniers temps. C'est juste de la fatigue. » Ai-je menti? Mes cours de littérature, ma passion depuis toujours, devenaient mécaniques. J'avais peur d'oublier mes notes, alors je surcompensais, vérifiais tout 3 fois, arrivais en avance pour m'assurer que tout était en ordre. Étienne utilisait désormais un vocabulaire médical pour décrire mon état. Troubles cognitifs légers, épisodes confusionnels, anxiété généralisée. Ces termes résonnaient dans ma tête comme des verdicts. Le docteur Beaumont saura nous dire ce qui ne va pas, répétait-il. En attendant, il faut que tu acceptes de te faire aider. Son aide consistait maintenant à contrôler mes moindres gestes. Il vérifiait que j'avais bien fermé la porte à clé, que j'avais éteint le gaz, que j'avais pris mes affaires. Chaque vérification était un rappel de ma défaillance supposée. Puis, un soir, Lucas est venu dans ma chambre pendant qu'Étienne regardait les informations au salon. Il tenait sa tablette dans ses mains, l'air hésitant. « Maman ». Il a jeté un coup d'œil vers la porte pour s'assurer que son père ne nous entendait pas. « Tu veux voir quelque chose de bizarre ?» Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Quoi, mon chéri ?»« J'ai filmé papa hier soir. Il faisait des trucs bizarres dans le salon. » Mes mains ont tremblé en prenant la tablette. Sur l'écran, une vidéo tremblotante montrait l'obscurité du salon. Et là, dans le faisceau de la lune, j'ai vu Étienne. Il tenait mon téléphone portable et le plaçait délibérément dans le réfrigérateur, entre les yaourts et le lait. La caméra a saisi son visage quand il s'est tourné. Il souriait. Un sourire que je ne lui connaissais pas. Froid et satisfait. Il a regardé vers l'objectif, a fait un petit signe de la main et a chuchoté quelque chose que j'ai dû réécouter 3 fois pour comprendre. Voyons combien de temps elle va mettre à le trouver. Mon monde venait de basculer. J'ai fixé l'écran de la tablette, incapable de cligner des yeux, comme si ce geste pouvait faire disparaître ce que je venais de voir. Étienne, mon mari, l'homme qui partageait ma vie depuis 10 ans, qui prétendait s'inquiéter pour ma santé mentale, était en train de placer délibérément mon téléphone dans le réfrigérateur. « Maman !» La voix de Lucas m'a tiré de ma stupeur. « Tu pleures ?» Je n'avais pas réalisé que des larmes coulèrent sur mes joues. « Quand as-tu filmé ça, mon cœur ?»« Hier soir. J'arrivais pas à dormir à cause de l'orage, alors je suis sortie de ma chambre. Papa faisait du bruit dans la cuisine. Lucas parlait à voix basse, comme s'il savait instinctivement qu'il nous fallait être discrets. J'ai trouvé ça bizarre, alors j'ai filmé avec la tablette. J'ai rembobiné la vidéo, observant chaque détail. L'horodatage indiquait 2h47 du matin. Étienne portait le pyjama bleu qu'il avait acheté la semaine dernière, celui-là même qu'il portait ce matin au petit déjeuner quand il m'avait aidé à retrouver mon téléphone exactement là où il l'avait placé. « Maman, papa, il fait souvent ça ?» La question innocente de Lucas m'a glacé le sang. « Souvent ? Ben ouais. Il bouge tes affaires la nuit. Tes clés, ton sac, tes papiers. Je croyais que c'était un jeu entre vous. Un jeu. » Mon fils de 8 ans pensait que la destruction systématique de ma santé mentale était un jeu entre ses parents. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas sangloter. « Lucas, écoute-moi bien. J'ai pris ses petites mains dans les miennes. Ce que papa fait, ce n'est pas un jeu. Et c'est très important que tu ne lui dises pas qu'on a regardé cette vidéo ensemble. D'accord ? Pourquoi ? Comment expliquer à un enfant que son père était en train de torturer psychologiquement sa mère ? Parce que maman a besoin de réfléchir d'abord. Tu peux garder ce secret ? Lucas a hoché la tête solennellement. Oui, maman. Mais pourquoi papa fait ça ? Je ne sais pas encore, mon chéri. Mais on va le découvrir. Quand Étienne est venu nous dire bonsoir, j'ai dû puiser dans des ressources que je ne me connaissais pas pour paraître normal. Il a embrassé Lucas, puis s'est tourné vers moi.
Tu as l'air mieux ce soir, moins angoissé. Oui, je me sens plus calme. Chaque mot était un effort surhumain. Tant mieux, le stress n'arrange rien à ton état. Bonne nuit, ma chérie. Une fois seule avec Lucas, j'ai sauvegardé discrètement la vidéo sur mon compte cloud personnel, celui qu'Étienne ne connaissait pas. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende depuis la chambre. « Maman ?» Lucas chuchotait maintenant. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Pour l'instant, rien. On va observer. Et toi, tu vas continuer à faire comme si de rien n'était. Tu peux faire ça pour maman ? Oui, mais j'ai peur. J'ai serré mon fils contre moi. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir en gardant un œil entrouvert. Vers 3 heures du matin, Étienne s'est levé. J'ai entendu ses pas feutrés dans le couloir, puis le bruit léger de tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme. Le lendemain matin, mes lunettes de lecture, que j'étais certaine d'avoir laissées sur ma table de nuit, étaient dans la boîte à chaussures de l'entrée. Mais cette fois, au lieu de paniquer, j'ai observé Étienne. « Tiens, tu as encore égaré tes lunettes ?» a-t-il dit en me les tendant avec ce sourire compatissant que je connaissais si bien. « Je les ai trouvées dans tes chaussures. Tu as dû les ranger machinalement hier soir. » J'ai pris les lunettes en le regardant droit dans les yeux. « Merci, tu as raison. Je deviens vraiment tête en l'air. » Il a eu l'air satisfait de ma résignation. L'important, c'est que tu le reconnaisses. C'est le premier pas vers la guérison. La guérison. Il parlait de ma guérison alors qu'il était la cause de ma maladie. La perversité de la situation m'a donné la nausée. Au travail, j'ai eu du mal à me concentrer. Pendant la pause déjeuner, j'ai recherché sur Internet des informations sur le gaslighting, ce terme que j'avais entendu dans une émission de radio quelques semaines plus tôt. Les symptômes décrits correspondaient exactement à ce que je vivais. Manipulation de la réalité, déplacement d'objets, remise en question de la mémoire de la victime, isolement progressif. Madame Dubois, une de mes élèves, Sarah, me regardait avec inquiétude. « Vous allez bien ? Vous êtes toute pâle. »« Oui, Sarah, juste un peu fatiguée. Reprenons l'analyse de ce passage de Madame Bovary. Ironie du sort, nous étudions justement l'aliénation d'Emma Bovary, cette femme piégée dans un mariage qui la détruisait petit à petit. La littérature imitait ma vie de façon troublante. Le soir, j'ai décidé de confronter Étienne. Pas directement, j'avais besoin de plus de preuves, mais subtilement. « Étienne, j'ai une question bizarre. Est-ce que tu m'as vu me lever la nuit récemment ?» Il a levé les yeux de son journal. « Tu te lèves souvent, ma chérie. Tu es très agitée dans ton sommeil ces derniers temps. Parfois tu parles, parfois tu pleures. Hier, je t'ai vu sortir de la chambre vers 3 heures. Et tu ne m'as pas suivi ? Tu n'étais pas inquiet ? Si, bien sûr. Mais le docteur Moreau m'a conseillé de ne pas te réveiller pendant tes épisodes confusionnels. Il vaut mieux te laisser revenir te coucher naturellement. » Mensonge. Le docteur Moreau n'avait jamais dit ça. J'en étais certaine. Mais Étienne mentait avec une telle aisance, une telle sincérité apparente, que j'aurais pu douter de ma propre mémoire si je n'avais pas eu la vidéo. Et qu'est-ce que je fais pendant ces épisodes ? Tu déplaces des objets, tu ranges et tu déranges. C'est pour ça que tu retrouves tes affaires dans des endroits bizarres le matin. Tu les bouges toi-même, inconsciemment. La sophistication de son mensonge m'a sidérée. Il avait une explication pour tout, un système narratif complet qui transformait sa manipulation en symptôme de ma maladie mentale. Je vois. Et ça fait longtemps que ça dure ? Quelques mois. Ça s'aggrave progressivement. C'est inquiétant, mais avec un bon traitement. J'ai hoché la tête comme si j'acceptais cette version des faits. Heureusement que tu es là pour m'aider. Son sourire de satisfaction m'a donné envie de vomir. Cette nuit-là, Lucas a frappé doucement à ma porte. « Maman ? Papa recommence !» Je l'ai suivi discrètement jusqu'au salon. Étienne était en train de déplacer soigneusement mes corrections de copies, les transférant de mon bureau vers le panier à linge sale, le même endroit où je les avais retrouvés la semaine précédente. Mais cette fois, j'ai également filmé. Mon téléphone à la main, j'ai documenté chaque geste de mon mari. Quand il s'est tourné vers la caméra de Lucas, qu'il n'avait visiblement pas remarqué dans l'obscurité, j'ai capturé cette expression de plaisir malsain qui déformait ses traits. Le lendemain matin, quand il m'a aidé à retrouver mes copies dans le linge sale avec cette patience exagérée, j'avais envie de hurler. Au lieu de ça, j'ai joué le jeu. Décidément, je ne me souviens vraiment de rien. Comment c'est possible de faire ça inconsciemment ? Le cerveau est complexe, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, le docteur Beaumont va nous éclairer. Ton rendez-vous est dans 3 jours. 3 jours.
J'avais 3 jours pour rassembler suffisamment de preuves et décider de la suite. 3 jours pour comprendre comment l'homme que j'aimais avait pu me faire ça. 3 jours pour sauver ma sanité mentale et protéger mon fils. Mais d'abord, il fallait que je m'assure que les vidéos ne disparaîtraient pas mystérieusement, comme tout le reste. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je vivais dans un état de vigilance constante, observant Étienne comme un prédateur observe sa proie. Sauf que dans notre cas, les rôles étaient inversés. J'étais la proie qui venait de comprendre qu'elle était traquée. J'ai installé une application d'enregistrement sur mon téléphone, celle que j'activais discrètement chaque soir avant de me coucher. J'ai également acheté une petite caméra de surveillance, prétextant vouloir surveiller l'appartement pendant nos absences. Étienne a trouvé l'idée excellente. C'est malin, ma chérie. Avec tes troubles de mémoire, au moins on saura ce qui se passe ici quand on n'est pas là. Si seulement il savait à quel point il avait raison. La première nuit d'enregistrement a été révélatrice. À 2h15 précise, Étienne s'est levé. J'ai fait semblant de dormir profondément pendant qu'il sortait de la chambre. L'enregistrement audio a capturé ses pas feutrés, le bruit de tiroirs qu'on ouvre, le froissement de papier. Le matin, mes documents d'assurance vie avaient mystérieusement migré de mon classeur vers la boîte à chaussures de l'entrée. Quand je les ai découverts en sa présence, Étienne a secoué la tête avec cette expression de pitié compatissante que je détestais désormais. « Claire, tu vois bien que ça s'aggrave. Tu ranges tes papiers importants n'importe où. Heureusement que je vérifie tout derrière toi. » « Tu vérifies tout ? » ?»« Bien sûr. Tu crois que je vais laisser nos affaires importantes traîner ? Tes épisodes nocturnes deviennent de plus en plus fréquents. Hier, tu as parlé pendant 1 heure en dormant. Mensonge. L'enregistrement ne contenait que ses propres déplacements et le silence de mon sommeil réel. Au lycée, j'ai commencé à faire des recherches approfondies sur la violence psychologique conjugale. La bibliothèque était devenue mon refuge, l'endroit où je pouvais penser librement sans être observé. J'ai découvert des termes comme pervers narcissique, emprise psychologique, cycle de la violence. Chaque article décrivait ma situation avec une précision troublante. Les victimes de gaslighting développent souvent des symptômes d'anxiété, de dépression et perdent confiance en leur perception de la réalité. Elles s'isolent socialement, deviennent dépendantes de leur agresseur et finissent par douter de leur propre sanité mentale. J'ai imprimé discrètement plusieurs articles et les ai cachés dans mon casier au lycée. Il était hors de question qu'Étienne les trouve à la maison. Le 2e soir, j'ai eu plus de courage. Quand j'ai entendu Étienne se lever, j'ai attendu quelques minutes avant de le suivre silencieusement. Cette fois, je l'ai observé directement. Il était dans la cuisine, en train de déplacer méthodiquement le contenu de mon sac à main. Il a pris mes clés de voiture et les a placées dans le congélateur, à côté des surgelés. Puis, il a sorti mon téléphone portable et l'a glissé derrière le réfrigérateur, dans cet espace étroit où personne ne penserait jamais à chercher. Mais le plus choquant, c'était son expression. Il souriait. Un sourire de satisfaction pure, comme quelqu'un qui venait de réussir un coup particulièrement bien orchestré. Il a même murmuré quelque chose que j'ai eu du mal à saisir. Voyons si elle devient complètement folle cette fois. J'ai dû plaquer ma main sur ma bouche pour ne pas crier. Le lendemain matin, quand j'ai découvert que mes clés et mon téléphone avaient disparu, Étienne a organisé une véritable mise en scène. Il m'a aidé à les chercher partout, à fouiller l'appartement avec moi, à exprimer sa préoccupation grandissante. « Claire, c'est de plus en plus grave. Tu as caché tes clés dans le congélateur et ton téléphone derrière le frigo. Il faut vraiment qu'on accélère ton rendez-vous chez le neurologue. Comment tu sais qu'ils sont là ? » La question m'a échappé. Il m'a regardé avec cette patience exagérée qui me rendait folle. « Parce que je les ai trouvés, ma chérie. »« Où veux-tu que je les ai trouvés ? Mais comment tu as pensé à chercher derrière le frigo ? » « Claire, quand on cherche des objets perdus depuis des heures, on finit par regarder partout, même dans les endroits les plus improbables. » Sa logique était imparable. Si je n'avais pas été témoin de la scène, j'aurais trouvé son explication parfaitement sensée. Ce soir-là, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Marianne Rousseau, une psychologue spécialisée dans les violences conjugales que j'avais trouvée sur Internet. Je lui ai dit que je suspectais être victime de manipulation psychologique, sans mentionner les preuves que j'avais rassemblées. « Madame Dubois, pouvez-vous me décrire précisément ce qui vous fait penser cela ? Mon mari me fait croire que je perds la mémoire. Il déplace mes affaires et prétend que c'est moi qui les égare. Mais j'ai des doutes. » Docteur Rousseau a pris des notes attentivement. « Avez-vous des preuves de ces manipulations ? » « Oui. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les vidéos. »
Mon fils a filmé ça par hasard, et j'ai d'autres enregistrements. En visionnant les vidéos, le visage du docteur Rousseau s'est assombri. Madame Dubois, ce que vous me montrez là est un cas typique de gaslighting, une forme de violence psychologique particulièrement perverse. Votre mari orchestre délibérément des situations pour vous faire douter de votre sanité mentale. Donc, je ne suis pas folle? Vous n'êtes absolument pas folle. Vous êtes victime d'un prédateur psychologique qui utilise des techniques de manipulation très sophistiquées. Ces vidéos sont des preuves irréfutables. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un immense soulagement. Je n'étais pas en train de perdre la raison. Ma perception de la réalité était correcte. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? D'abord, mettre ces preuves en sécurité. Ensuite, nous devons élaborer un plan pour vous protéger, vous et votre fils. Ce type de comportement ne s'arrête jamais spontanément. Au contraire, ça s'aggrave généralement avec le temps. Le docteur Rousseau m'a expliqué les démarches légales possibles, m'a donné les contacts d'associations d'aide aux victimes et m'a conseillé de continuer à rassembler des preuves. Documentez tout, mais soyez très prudente. Si votre mari découvre votre stratégie, il pourrait devenir dangereux. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai observé Étienne avec des yeux neufs. Il préparait le dîner en sifflotant, l'air parfaitement détendu. Comment avais-je pu vivre 10 ans avec cet homme sans jamais voir sa vraie nature? Tu as l'air mieux, ma chérie, a-t-il dit en me voyant. Moins angoissée. Oui, je me sens plus claire, comme si un brouillard se levait. Tant mieux. Bientôt, avec un bon traitement, tu retrouveras ta mémoire. Il continuait à parler de traitement comme si j'étais réellement malade. La persistance de son mensonge, même face à mon mieux-être apparent, révélait l'étendue de sa pathologie. Cette nuit-là, j'ai installé la caméra de surveillance dans le salon, orientée de façon à filmer discrètement mes affaires personnelles. Si Étienne découvrait la caméra, je prétendrais qu'elle servait à m'auto-surveiller pour comprendre mes épisodes nocturnes. Vers 3 heures du matin, Étienne a encore frappé. L'enregistrement était parfait. On le voyait clairement déplacer mes lunettes de lecture, cacher mon agenda dans le panier à linge, et même sortir quelques pages de mon nouveau carnet rouge pour les jeter dans la poubelle. Mais le plus troublant, c'était qu'il parlait. Tout seul, à voix basse, comme s'il commentait ses propres actions. « Allez, Claire, montre-moi jusqu'où tu peux tomber. Tu es presque au bout maintenant. Encore quelques semaines et tu seras complètement brisée. » En entendant ces mots, j'ai compris que je ne me battais pas seulement pour ma sanité mentale. Je me battais pour ma survie psychologique et celle de mon fils. Le 3e jour, Lucas est venu me voir après l'école. « Maman, papa m'a dit de ne plus filmer avec la tablette. Il dit que c'est dangereux pour toi, que ça aggrave ta maladie. » Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'avais compris. Mais maman, il a hésité. « Papa, il n'est pas vraiment malade comme tu m'as dit ?» J'ai regardé mon petit garçon, si intelligent et si perspicace. « Non, mon cœur, papa n'est pas malade comme je pensais. Il fait exprès de faire du mal à maman. Et maintenant, on sait. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se défendre. » Le lendemain était le jour du rendez-vous chez le neurologue. J'avais décidé que ce serait aussi le jour où j'arrêterais de jouer à la victime inconsciente. Le docteur Beaumont était un homme âgé d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au regard perçant. Son bureau de l'hôpital Édouard Herriot respirait la compétence médicale avec ses diplômes encadrés et ses manuels de neurologie. Étienne m'accompagnait, comme toujours, jouant parfaitement son rôle du mari inquiet. « Alors, Madame Dubois, votre médecin traitant m'indique que vous souffrez de troubles de la mémoire préoccupants pour votre âge. » « C'est ce qu'on pensait, docteur, » ai-je répondu calmement. Mais j'ai fait quelques découvertes intéressantes ces derniers jours. Étienne m'a regardé avec surprise. Ce n'était pas le comportement qu'il attendait de moi. « Que voulez-vous dire ?» a demandé le docteur Beaumont. J'ai sorti mon téléphone portable. J'ai filmé ce qui se passait réellement dans notre appartement la nuit. Le visage d'Étienne s'est décomposé. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?» Je montre la vérité, Étienne. Je me suis tourné vers le neurologue. « Docteur, mon mari me fait croire depuis des mois que je perds la mémoire. En réalité, il déplace délibérément mes affaires pour me faire douter de ma sanité mentale. » J'ai lancé la première vidéo. Le docteur Beaumont a regardé l'écran, d'abord perplexe, puis de plus en plus attentif. On voyait clairement Étienne placer mon téléphone dans le réfrigérateur, puis sourire à la caméra. Mais enfin, Claire, Étienne tentait de garder son calme. « Tu délires complètement. Cette vidéo ne prouve rien. » « Vraiment ?» J'ai lancé la 2e vidéo, puis la 3e.
Et les enregistrements audio où tu parles tout seul en déplaçant mes affaires? Le docteur Beaumont a retiré ses lunettes et nous a regardés tous les deux. Monsieur Dubois, pouvez-vous m'expliquer ce que je viens de voir? Étienne a changé de stratégie. Docteur, ma femme traverse une crise psychotique. Elle invente des scénarios paranoïaques, falsifie des preuves. Ces vidéos sont des montages. Des montages? J'ai sorti une clé USB. J'ai également sauvegardé les métadonnées de toutes ces vidéos. Elles prouvent qu'elles n'ont subi aucune modification. Et j'ai d'autres témoins. Quels témoins? La voix d'Étienne commençait à monter. Notre fils. Il a assisté à plusieurs de tes manipulations nocturnes. Et j'ai également consulté le docteur Marianne Rousseau, spécialiste en violence conjugale, qui a authentifié ces preuves. Le silence qui a suivi était assourdissant. Étienne me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Le masque de sollicitude était tombé, révélant une expression de fureur froide que je ne lui connaissais pas. Tu m'as piégé? Sa voix était méconnaissable. Je me suis défendu. Nuance. Le docteur Beaumont s'est éclairci la gorge. Monsieur Dubois, si ces allégations sont vraies, nous ne parlons plus de troubles neurologiques, mais de violences psychologiques caractérisées. Ce que décrit votre épouse correspond à du gaslighting, une forme de manipulation mentale particulièrement destructrice. Étienne a tenté une dernière manœuvre. Docteur, Claire a des antécédents familiaux d'Alzheimer. Sa grand-mère n'a rien à voir avec cette situation, l'a coupé le neurologue. Ces vidéos montrent clairement un comportement de manipulation délibéré. Madame Dubois, avez-vous l'intention de porter plainte? Oui, j'ai déjà pris contact avec une association d'aide aux victimes. Mes avocats étudient le dossier. Étienne s'est levé brusquement. Tu vas le payer très cher, Claire, très cher. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Pour la première fois en des mois, sa vraie personnalité apparaissait sans filtre. L'homme doux et patient avait disparu, remplacé par quelqu'un de froid et menaçant. Au contraire, maintenant, je sais exactement à qui j'ai affaire. Le docteur Beaumont a pris des notes rapidement. Madame Dubois, je vais rédiger un rapport médical attestant que vous ne souffrez d'aucun trouble neurologique. Vos facultés cognitives sont parfaitement normales. Ce rapport pourra servir dans vos démarches judiciaires. Après notre sortie de l'hôpital, Étienne ne m'a pas adressé la parole pendant tout le trajet de retour. Son silence était plus éloquent que tous les discours. En arrivant à l'appartement, il s'est dirigé directement vers notre chambre et a commencé à faire ses valises. « Où vas-tu » ai-je demandé. « Chez ma sœur. Le temps que tu reviennes à la raison. Je ne reviendrai jamais à la raison que tu avais décidée pour moi, Étienne. » Il s'est retourné et j'ai vu dans ses yeux une haine pure que je n'oublierai jamais. « Tu crois avoir gagné? Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques? Je vais me battre pour la garde de Lucas. Je vais prouver que tu es instable, dangereuse. Avec quelles preuves? Tu as passé des mois à détruire ma crédibilité, mais maintenant j'ai des preuves de tes manipulations. Les tribunaux vont être très intéressés. » Quand Lucas est rentré de l'école, son père était déjà parti. Je me suis assise avec lui sur le canapé et j'ai essayé de lui expliquer la situation avec des mots qu'un enfant de 8 ans pouvait comprendre. « Papa ne reviendra plus vivre avec nous? Non, mon cœur. Papa a fait du mal à maman et ce n'est pas normal. Maintenant, on va vivre juste tous les deux et on va être heureux. Et papa, il va continuer à faire du mal? Non. Des gens vont l'empêcher. Des juges, des policiers, et maman s'est défendue. On ne le laissera plus jamais recommencer. » Lucas m'a serré dans ses bras. « Maman, tu vas vraiment aller mieux maintenant? » « Oui, mon amour. Maman va beaucoup mieux. Et toi, tu as été très courageux de m'aider avec tes vidéos. » Le soir même, j'ai déposé une main courante au commissariat du 6e arrondissement. Les policiers ont pris mes déclarations et ont examiné les preuves vidéo. L'officier qui m'a reçu, une femme d'une 40aine d'années, m'a expliqué la procédure. « Madame Dubois, vous avez rassemblé un dossier solide. Ce type de manipulation psychologique est reconnu par la loi depuis 2010. Nous allons transmettre votre plainte au procureur. » 3 jours plus tard, Étienne a reçu une ordonnance de protection l'interdisant d'approcher de notre domicile et de me contacter directement. Toute communication devrait désormais passer par nos avocats respectifs. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement. Mes affaires étaient restées exactement là où je les avais posées. Mon carnet rouge contenait toujours toutes ces pages. Ma réalité m'appartenait de nouveau. Mais je savais que le plus difficile restait à venir, reconstruire ma confiance en moi et apprendre à Lucas que parfois, les adultes qu'on aime peuvent nous faire du mal sans qu'on comprenne pourquoi.
6 mois ont passé depuis qu'Étienne a quitté notre appartement. 6 mois pendant lesquels j'ai dû réapprendre à faire confiance à ma propre perception de la réalité. C'est plus difficile qu'on ne l'imagine de retrouver confiance en soi après avoir été systématiquement manipulé pendant des mois. Les premières semaines ont été les plus dures. Chaque fois que je posais un objet quelque part, je le photographiais avec mon téléphone. Chaque décision importante était notée dans un carnet que je gardais constamment avec moi. J'avais besoin de preuves tangibles que ma mémoire fonctionnait normalement. Le docteur Marianne Rousseau m'accompagne dans cette reconstruction. Nos séances hebdomadaires m'aident à comprendre les mécanismes de l'emprise psychologique et à identifier les signaux d'alarme que j'avais ignorés pendant si longtemps. Claire, vous réalisez maintenant que les premiers signes étaient là depuis le début de votre mariage. Oui, son besoin de tout contrôler, ses critiques déguisées en sollicitude, sa façon de m'isoler progressivement de mes amis, je pensais que c'était de l'amour. Ah, c'est exactement ce qui rend ce type de manipulation si perverse. Elle se cache derrière des comportements qui peuvent paraître attentionnés. J'ai recommencé à voir mes amis. Sylvie et Marie ont été incroyablement compréhensives quand je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Elles m'ont avoué qu'elles trouvaient Étienne étrange depuis quelque temps, mais qu'elles n'osaient pas me dire quoi que ce soit. « Tu semblais si fragile, si anxieuse ces derniers mois », m'a dit Sylvie. « On avait peur de t'inquiéter davantage. » C'est là que j'ai compris à quel point l'isolement faisait partie de sa stratégie. En me rendant anxieuse et instable en apparence, Étienne avait réussi à couper mes liens sociaux naturels. Lucas s'adapte mieux que je ne l'espérais. Les enfants ont une capacité de résilience extraordinaire. Ils me posent parfois des questions directes qui me surprennent par leur maturité. « Maman, pourquoi papa faisait ça? Il ne nous aimait pas? Je crois que papa a une maladie dans sa tête, mon cœur. Pas comme l'Alzheimer de grand-mère Marguerite. Une maladie qui l'empêche de comprendre qu'il fait du mal aux autres. Et il peut guérir? Je ne sais pas, Lucas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas l'aider s'il ne veut pas être aidé. Et nous, on doit se protéger. Le plus difficile a été de réapprendre à me faire confiance dans les petites choses du quotidien. Pendant des mois, j'avais remis en question chacun de mes gestes, chacune de mes pensées. Retrouver cette confiance instinctive en ma propre perception prend du temps. Au lycée, mes collègues ont remarqué le changement. Madame Dubois, la documentaliste, m'a dit la semaine dernière « Claire, vous avez retrouvé votre éclat. Vous semblez vous-même de nouveau. » C'est exactement ça. Je me retrouve, la vraie Claire, celle qui existait avant qu'Étienne ne commence à la démolir pierre par pierre. J'ai également dû apprendre à reconnaître les signes de manipulation chez d'autres personnes. Cette expérience m'a rendue plus vigilante, mais aussi plus empathique envers les victimes de violences psychologiques. Récemment, j'ai rejoint un groupe de parole pour femmes victimes de violences conjugales. Partager mon expérience avec d'autres femmes qui ont vécu des situations similaires m'aide énormément. Certaines n'ont pas eu ma chance d'avoir des preuves aussi concrètes. Leur reconstruction est encore plus difficile. « Votre histoire nous donne de l'espoir », m'a dit Nathalie, une femme de mon âge qui sort d'un mariage de 15 ans avec un pervers narcissique. « Vous avez prouvé qu'on peut se défendre, qu'on peut reprendre le contrôle. » La procédure judiciaire suit son cours. Étienne a tenté plusieurs manœuvres pour récupérer la garde partagée de Lucas, mais les preuves vidéo sont accablantes. Son avocat a même suggéré un arrangement à l'amiable, ce qui prouve que notre dossier est solide. Le plus étonnant, c'est que je ne ressens plus de colère envers lui. De la tristesse, oui, pour toutes ces années perdues, pour l'homme que je croyais qu'il était. Mais plus de haine. Comprendre sa pathologie m'a aidé à me détacher émotionnellement. Lucas me demande parfois s'il pourra revoir son père. Je lui dis que c'est possible, mais seulement si un juge décide que c'est sans danger, et seulement en présence d'un adulte de confiance. « Tu n'es pas triste qu'il soit parti, maman ?»« Si, Lucas. Je suis triste pour l'homme que je pensais qu'il était. Mais je ne suis pas triste que l'homme qu'il était vraiment soit parti. Tu comprends la différence ?» Il réfléchit, puis hoche la tête. « Oui. Toi aussi, tu pensais que papa était malade comme grand-mère au début. » « Exactement. Et maintenant qu'on sait la vérité, on peut se protéger. Cette expérience m'a transformée profondément. Je suis plus forte, plus indépendante, mais aussi plus consciente de ma vulnérabilité. Cela ne m'empêche pas d'envisager l'avenir avec optimisme. J'ai repris des activités que j'avais abandonnées. Le théâtre amateur, les randonnées avec mes amis, la lecture pour le plaisir, toutes ces choses qu'Étienne critiquait subtilement et qui ont disparu progressivement de ma vie. Le carnet rouge est devenu un symbole de ma reconstruction.
Au lieu d'y noter mes actions par peur de les oublier, j'y écris maintenant mes projets, mes réflexions, mes progrès. Ils témoignent de ma guérison. Hier, Lucas a trouvé mes clés de voiture exactement là où je les avais posées la veille au soir. Il m'a regardé avec un grand sourire. « Maman, tes clés, elles n'ont pas bougé. » « Non, mon cœur, et elles ne bougeront plus jamais toutes seules. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à identifier les signes de manipulation psychologique, si elle peut donner du courage à quelqu'un qui doute de sa propre réalité, alors toute cette souffrance aura eu un sens. La violence psychologique existe. Elle est réelle, destructrice, mais pas irréversible. On peut s'en sortir. On peut reprendre le contrôle de sa vie et de sa réalité. Comptez dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire et abonnez-vous pour plus de témoignages de survie et de libération. Votre histoire aussi mérite d'être entendue. Et vous n'êtes jamais seul, dans votre combat.